Merci beaucoup de ces données extrêmement intéressantes. Moi, je m'intéresse à l'embryologie et donc je voudrais poser des questions peut-être un petit peu fondamentales. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur que de considérer que les dysgraphies neurales sont systématiquement liées à la carence en acide folique? Alors, je posais ma question d'un point de vue méthodologique. On sait qu'il y a des gènes du développement qui sont impliqués dans ce type d'anomalie. On sait qu'il y a également des tératogènes chimiques qui sont impliqués là-dedans. Lorsque vous avez fait les statistiques, est-ce qu'on s'est basé uniquement sur des données brutes de diminution du nombre de dysgraphies neurales, ou est-ce qu'on est allé plus loin en excluant de cette série des dysgraphies syndromiques dont on sait qu'ils sont liés à des mutations ou à des syndromes embryonnaires un peu complexes, ou même été scrutés pour voir s'il n'y avait pas, dans les cas qui ont été investigués, des causes exogènes comme l'exposition à des agents toxiques, des agents d'environnement ou autres. Donc, les études au Canada ont été faites sur l'ensemble des cas confondus. Et actuellement, ce qu'on estime, c'est que probablement la majorité des anomalies neurales peuvent être prévenues par l'acide folique. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gènes ou des toxiques ou des maladies. Par exemple, on sait que des femmes diabétiques ont un risque accru dans la formation de tube neural. Mais ce risque peut être diminué par la prise de suppléments vitaminiques. Donc, il y a des interactions entre maladie, alimentation et gènes. Donc ça ne veut pas dire que s'il y a un gène qui prédispose, ça ne peut pas être également prévenu, simplement le niveau de risque va baisser. Mais on estime quand même qu'il y a probablement dans la population à peu près 0,5 par 1000 cas qui ne sont pas prévenables par l'acide folique. Donc ça, c'est l'effet de seuil, c'est l'effet plafond. Et c'est probablement ceux-là qui sont liés à des causes, par exemple, les trisomies, c'est un des classiques, qui eux ne semblent pas être prévenus par quoi que ce soit. Donc, mais ça veut dire quand même que, même si on a un facteur de risque d'augmentation du risque, la prise de suppléments ou l'enrichissement permet de diminuer ce niveau de risque. Donc il y a des interactions gènes-environnement, c'est bien connu. Donc j'accepte la remarque effectivement qu'il y a un fond de cas qui ne peuvent être pas prévenus, et on estime que c'est probablement 0,5 au plus. Et quoi qu'on fasse, on n'arrivera pas par des stratégies alimentaires à réduire cela. Donc il faut conserver la stratégie classique qui est la surveillance et le diagnostic anténatal. Ça reste. Mais on sait que ça a des limites également en termes de production surtout. Monsieur Bourgin. Merci pour un exposé très clair et complet. Je voudrais vous poser quelques questions concernant les applications thérapeutiques au sens large. Il y a un projet, plus qu'un projet, presque une réalisation de l'addition de 450 microgrammes de lévoméfolate dans les pilules contraceptives, de manière à répandre aussi un peu, d'une manière un peu différente, l'utilisation. Je voulais avoir votre avis. D'autre part, lorsque nous sommes confrontés à une population qui va devenir prénatale de femmes qui sont à risque, nous leur donnons non pas 400 microgrammes, mais plutôt 4 ou 5 mg par jour d'acide folique en prévention d'une certaine manière. Et puis enfin, on nous a souvent fait remarquer que chez les individus hyperhomocystéinémiques, dans un but de prévention cardiovasculaire, l'administration de fortes doses d'acide folique n'était pas un élément extrêmement puissant dans la diminution du problème et des taux d'hyperhomocystéinémie. Alors, pour la dernière question, actuellement, il n'y a pas de recommandation en Amérique du Nord de prescrire de l'acide folique à des personnes qui ont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, incluant des taux élevés de homocystéine. C'est pas rentré actuellement dans une recommandation. Mettre de l'acide folique dans les pilules contraceptives est une idée intéressante, mais c'est surtout intéressant pour les femmes qui qualifient bien. Prennent une pilule, s'arrêtent, et puis celles qui ont des accidents. C'est une stratégie qui n'est pas adoptée en Amérique du Nord. Je dis qu'on a un enrichissement avec une
façon probablement beaucoup plus efficace de protéger. La question du dosage, on en a discuté, donc actuellement la recommandation tant au Canada officielle des agences de santé publique, CDC et l'Agence de santé publique du Canada, c'est toujours 1 mg, sauf pour les femmes qui ont des facteurs de risque. Mais là, c'est 4 mg ou 5 mg, 10 fois plus. Donc ça rejoint ce que vous commandez ici. Vous avez évoqué le mécanisme biologique à propos des tumeurs de Wilks. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus Bon, c'est pas mon tasse de thé, la cancérologie ou la biologie expérimentale. Actuellement, même pour le malformation tumorale, c'est pas très clair comment l'acide folique agit. On sait que c'est nécessaire à la production de protéines et d'ADN. On sait expérimentalement que l'acide folique, on a des éléments pour dire que ça favorise les mécanismes de réparation au niveau de la destruction, enfin au niveau des mutations qui entraînent des cancers. Mais qu'une fois les cellules cancéreuses sont là, si on ajoute de l'acide folique, ça va augmenter. Actuellement, ça reste pas clair comment tout ça bouge. C'est quelque chose qui est étudié depuis 30 ans. C'est très complexe. Donc actuellement, ce qui ressort, c'est qu'on sait que ça marche. Comment ça marche? Une approche très pragmatique. Monsieur Contel, on pense. Une petite question concernant la thermostabilité de l'acide monochloroïde glutamique. On nous a toujours appris comme étudiants que la source principale d'acide folique alimentaire, c'était les légumes crus, et que si l'on mettait les gens sous une alimentation contenant essentiellement des légumes étuvés, on pouvait créer une carence en acide folique qui se traduisait d'abord par une chute de l'acide folique sériglobulaire qui mesurait l'apport alimentaire, puis de l'acide folique globulaire qui mesurait l'état des réserves. Alors, on enrichit essentiellement des farines avec de petites doses d'acide folique. Qu'est-ce qui arrive au cours de la panification? Il y a quand même une élévation de la température, et donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fait, l'apport alimentaire est en dessous de ce qui est ajouté au niveau de la farine? Alors, c'est compliqué tout ça. Effectivement, la cuisson détruit les folates et l'acide folique. Et c'est pour des relations dose-effet. On sait par contre que les aliments, la principale source d'acide folique, ce n'est pas nécessairement les légumes verts, parce que ce sont des folates qui sont très peu absorbables. Il faut qu'ils soient consommés crus. C'est en général plus les viandes et les jus, les céréales qui donnent de l'acide folique dans l'alimentation. Et des folates. L'histoire de la cuisson, en fait, les doses ont été calculées. Donc, il y a des processus de fabrication des farines, les meuniers moulent la farine. Et une fois que la farine est conditionnée, on va ajouter de l'acide folique. Ce sont en fait des liquides qu'on ajoute dans des grandes cuves. Et ça a été calculé pour que lorsqu'on cuit le pain, on retrouve des doses qui soient nécessaires à la prévention. Donc il y a une correction de l'apport pour le phénomène de cuisson du pain. On en retrouve également dans les farines, dans les pâtes. Si vous traversez l'Atlantique, quoi que vous consommiez, vous allez être exposé à de l'acide folique qui va venir ici normalement. La seule chose qui échappe, ce sont les pains français fabriqués avec de la farine importée de France. Ceux-là sont encore acide folique fluide. Il n'y a plus de questions. Nous allons encore vous remercier pour ce bel exposé.